Alors, merci à tous les trois d'être ici ce soir. Du coup, je voulais ouvrir cette table ronde avec toi, Grégoire, sur une actualité de meilleurs agents. Donc, vous avez récemment rendu accessible à l'ensemble de la population les différentes transactions immobilières qui ont eu lieu en France sur ces 5 dernières années. Donc, c'est une véritable mine d'or si on a un potentiel acheteur, également si on est une agence immobilière. Mais est-ce que, du coup, vous n'avez pas peur de prendre le risque que ces dernières ne fassent plus appel à vos services ? Alors c'était effectivement, je ne sais pas si vous avez ça en tête, en avril dernier, le ministère de l'économie a mis en open data des données personnelles qui sont l'ensemble des transactions immobilières réalisées sur le territoire français au cours des dernières années. C'est le prix à l'adresse. Et donc on pouvait se dire, waouh, ça va donner un accès à tous nos acteurs concurrents sur ce secteur-là. En fait, quand vous regardez cette base de données, elle est absolument immonde, elle est très mal constituée, il n'y a pas beaucoup d'informations qu'on puisse utiliser comme telles. Et donc, nous, on en a profité pour effectivement saisir cette opportunité pour dire c'est pas parce que vous avez de la data que ça vous rendra immédiatement plus intelligent, c'est pas parce que vous avez de la data que vous serez en capacité de faire la différence. Vous avez besoin de data pour faire de l'information, mais ça ne suffit pas. La donnée, c'est bien, c'est de l'essence, mais encore faut-il avoir un moteur pour absorber et utiliser, brûler cette essence et en faire quelque chose qui vous fasse avancer. Et c'est ce qu'on a fait. Je vous invite tous à télécharger l'application Meilleurs Agents qui vous permet de géolocaliser toutes les transactions sur le territoire. Merci beaucoup. Du coup, Alexis, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment justement traiter et comment on peut valoriser cette donnée à travers notamment l'intelligence artificielle? Oui, merci. Alors, je vais rebondir sur ce que tu as dit, parce que je pense que c'est très important. Valoriser la donnée, il va y avoir un élément extrêmement important, c'est la rendre intelligente. La rendre intelligente, ça veut dire qu'il y a de l'expertise métier qui est ajoutée à la data. Alors, il y a bien sûr, on l'a vu tout à l'heure avec Vekia, et je pense qu'il a tout à fait raison, partie people, process, data et algorithme. Mais justement, la rendre intéressante et valorisée, c'est pouvoir avoir de l'expertise métier. Donc toi, dans ton cas, c'est de l'expertise immobilière. Pour ça, il faut, dans l'IA, contrairement à ce qu'on a pu voir dans le passé, avoir des équipes pluridisciplinaires. On va avoir de l'IT qui va travailler pour un socle technologique, un socle, une gouvernance, de l'accès à la data, le data scientist, l'analyste qui va faire ses modèles, mais il y a aussi une troisième personne qui est là et extrêmement importante, ou un troisième type de personne, c'est cet expert métier qui va pouvoir donner le contexte et justement comprendre l'analyse qui a été réalisée avant. Donc l'IA, elle est véritablement inclusive, dans le sens où il va falloir trouver un moyen pour toutes ces personnes qui ont des compétences et normalement des jobs différents, de les faire travailler ensemble. Et donc c'est là où je pense qu'il y a un véritable enjeu aujourd'hui, c'est de casser tous ces silos applicatifs, des silos d'équipe, etc. Et je pense que l'IA, elle est là pour justement apporter ça. C'est, je pense, un tremplin de valeur pour l'entreprise si on commence à faire travailler tous ces gens-là ensemble. Merci beaucoup. Ine, peut-être pour illustrer un petit peu les propos qu'on vient d'avoir, est-ce que tu peux nous dire chez Veolia si ça a été un véritable challenge de faire travailler du coup différents métiers ensemble? Est-ce que vous avez réussi? Et si oui, comment? Pour nous, aujourd'hui, au sein de Veolia, c'est totalement clé de faire, et c'est plutôt, si je peux dire même, c'est la clé de réussite de ce type de projets qui font appel, que ce soit au digital, que ce soit à l'intelligence artificielle d'une manière plus précise, c'est de faire parler l'ensemble des parties prenantes au sein de ces projets. Chez nous, par exemple, un utilisateur d'un produit qu'on va développer ou d'un algorithme qu'on va développer, ça peut être un exploitant des unes d'épuration d'eau ou un exploitant d'usine d'eau potable ou plutôt un releveur de compteur. Derrière également, pour nous, c'est totalement clé de mettre au cœur le besoin et également de faire parler ces personnes-là, de faire parler nos experts métiers qu'ils ont une vision plutôt macro de nos métiers, de faire parler les data scientists et également les équipes IT, parce que normalement, tout ce écosystème et plutôt tous ces produits sont avant tout drivés par le contexte opérationnel. Et aujourd'hui, avant de commencer n'importe quel développement, on commence déjà par des séances de design thinking. On essaie à fur et à mesure de ramener des utilisateurs, de faire parler des experts métiers avec des data scientists. Et ensuite, on rajoute l'aspect plutôt architecture technique qui vient se greffer par la suite. Tu as vraiment le sentiment que ça a participé à désiloter du coup les métiers au sein de l'entreprise. Exactement, et ça permet des deux parties de faire monter
en compétence ou de faire monter en maturité nos métiers et de faire de l'irrigation de l'intelligence artificielle pour expliquer qu'est-ce qui est l'intelligence artificielle, parce qu'aujourd'hui, c'est tellement un terme marketé et noyé dans une masse de marketing qu'on n'arrive pas forcément à simplifier. Et le plus important, c'est qu'est-ce que ça va apporter à nos métiers, et également de faire monter en compétence les équipes de data scientists, les équipes IT, qui n'avaient pas également ce contexte opérationnel et cette vision de nos métiers. Et si je peux dire même ça, c'est de faire également rationaliser la créativité des équipes digitales. Merci beaucoup. Du coup, on l'a bien compris, effectivement, l'intelligence artificielle permet de valoriser la data, mais est-ce que cette dernière pourrait aussi permettre de créer de la nouvelle donnée à valoriser ? Je crois que vous avez travaillé là-dessus. Ouais, nous, c'est complètement le cas, parce que, vous le savez, les transactions immobilières, c'est 1 million de transactions par an maximum, et nous, on doit mettre un prix sur 35 millions de biens. Donc, comment on donne de l'information sur 100% des logements en France, sachant qu'on a des données qui sont en plus partielles sur 3% chaque année des biens qui sont sur le territoire français. Donc on a besoin de données. Et petit à petit, on a inclus les data scientists chez nous ont inclus des dispositifs qui créent de la donnée à partir de programmes en machine learning. Notamment, une première chose toute bête, c'est que le prix d'une maison se fabrique pas de la même manière que le prix d'un appartement. Le problème, c'est qu'on a une base avec des adresses, mais on ne sait pas si c'est des maisons ou des appartements. Donc nous, on a utilisé notamment les images satellites et en mettant derrière, en développant un programme de machine learning pour savoir si c'est une maison ou une adresse. Parce que du coup, suivant que ce soit une maison ou une adresse, ce n'est pas le même modèle de calcul. On a fait d'autres choses. On a aussi pris des photos de façade, puisque l'état d'un bâtiment, c'est un facteur important d'explication. Donc il faut pouvoir traiter ça. Et puis on l'a utilisé aussi sur notre brique, c'est les annonces. Les annonces de vente de biens immobiliers annoncent les prix de demain. C'est pas tout à fait cela, mais ils annoncent en tout cas l'état du marché. Et c'est une information importante, mais comme vous le savez, les annonces, elles ne donnent pas l'adresse du bien. Donc on a utilisé des algos pour détecter à partir de mots-clés et de langage naturel, essayer de trianguler un peu et d'essayer de savoir à peu près où se trouvent ces informations. Et ça nous permet de les localiser et de créer l'information. Ça, effectivement, donc ça crée l'information là où il y en a très peu, et ça, c'est hyper intéressant. L'autre chose qui est hyper importante, c'est que petit à petit, donc, on a intégré ces modèles en machine learning au niveau de la data, et puis on l'a finalement intégré maintenant dans nos algorithmes, puisqu'on a d'abord commencé pour les maisons, on avait des gros écarts, on n'arrivait pas à bien évaluer statistiquement la manière de produire le prix d'une maison. Et on a eu de très bons résultats et on a basculé l'ensemble de modèles en machine learning au mois de juillet dernier. Donc j'espère que vous n'avez pas acheté ou vendu entre le mois de juin et le mois de juillet. Non, je rigole. Enfin, ça dépend des endroits. Vous pourrez me voir après si vous voulez voir. Mais globalement, on a eu des résultats qui étaient bien meilleurs, de 10 à 20%. On était plus précis de 10 à 20%. Et donc ça, c'est important. Et c'est une conséquence qui n'est pas neutre, parce que ça veut dire qu'au sein de l'équipe des data scientists, on avait des économètres et des économistes qui avaient défini le modèle statistique qui était la formule de définition des prix. C'est eux qui faisaient un peu la pluie et le beau temps. Aujourd'hui, quand on bascule en machine learning, c'est un peu tous ces ingénieurs qui codent, qui produisent des algos, qui font un peu, qui dessinent en fait aujourd'hui le fonctionnement de nos modèles. Et donc il y a une sorte d'évolution importante à noter au sein du rapport de force qu'il peut y avoir au sein des équipes de data science et data ingénieurs. Alexis, je sais que tu as un passé d'économiste. Est-ce que tu as une réaction sur les propos de oui, en effet. Alors merci, je suis tout à fait d'accord avec toi, Grégoire. En tant qu'économiste statisticien, j'ai vécu un peu les deux mondes, et ces deux mondes qui sont complètement différents. En tant qu'économiste, on va avoir tendance à définir un modèle et d'essayer de faire rentrer les données dedans. En tant que data scientist, faire du machine learning, c'est exactement l'opposé. On fonctionne avec zéro a priori. Ça, je pense que c'est très important d'avoir ça en tête quand on se lance là-dedans. On n'essaye pas de forcer les données à rentrer dans un modèle prédéfini. Et justement, habituellement, on prend plus de données et puis on regarde un petit peu ce que nous donnent ces modèles-là. Le deuxième aspect, je pense, qui est extrêmement différent entre les théories économiques ou ce qu'on a pu vivre pendant les 50 ou 100 dernières années et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que l'IA ou le machine learning a vraiment une finalité en soi. La finalité, c'est de l'intégrer dans des processus
dans des produits ou dans des décisions. Donc ça, c'est ce que tu as dit tout à l'heure aussi. Je pense que c'est extrêmement clé, l'économie où on va faire des calculs, on va avoir une élasticité prix, c'est plutôt des études ad hoc. Là, l'IA ou le ML, ça a véritablement une vie. Vous allez l'intégrer dans un processus, vous allez améliorer ce processus, optimiser ce processus, et vous allez pouvoir lui donner une vie, c'est-à-dire que quand les données vont changer, le modèle peut changer, etc., etc. Donc c'est un processus complètement différent qui nécessite, ce qu'on a dit juste avant, le fait d'avoir des gens qui travaillent ensemble, parce que quand le modèle il bouge, il faut qu'un expert puis dise c'est bizarre, il a bougé, les prix commencent à devenir faux dans l'immobilier, donc il faut repérer ces choses-là, mais je pense que c'est une véritable différence philosophique et de façon de penser. Une fois qu'on a dit ça, il y a aussi un dernier petit point important, je pense, c'est si le modèle a une vie, un modèle, on va en faire un deuxième parce qu'en fait, il va commencer à vivre tout seul et on va faire un troisième. On va diffuser cette intelligence dans des centaines et des milliers de processus. C'est un véritable effet multiplicateur. On va évidemment commencer habituellement par le premier use case qu'on pense le plus important, et puis après on va en faire un deuxième, un troisième. Et c'est exactement ce que tu as dit. Vous avez commencé par repérer avec les images satellites les maisons, les appartements, et puis après on a fait ça, puis après on va faire le site web, et puis après on va faire les clients. Et donc il ne faut pas juste penser à un coup. C'est pas un coup qu'on va faire, c'est les centaines qui vont arriver. Donc il faut se préparer à ça. Je pense que c'est une grande différence par rapport à ce qu'on faisait il y a 20 ou 30 ans. Merci. Alors, on va commencer à être un peu court sur le temps. Du coup, je voudrais qu'on aborde le sujet de l'international. On a vu qu'on pouvait déployer l'intelligence artificielle pour rendre les datas plus intelligentes et rendre l'ensemble de l'entreprise globalement plus intelligente. Est-ce qu'il y a des risques ou des choses qu'on doit anticiper si jamais on veut déployer ce genre de projet dans d'autres pays? Est-ce qu'il y a des pays particulièrement difficiles ou non? Toi, je sais que chez Veolia, vous avez des filiales un peu partout. Exactement. Est-ce que tu as un retour à nous faire? Aujourd'hui, lorsqu'on commence au sein du groupe Veolia à développer un produit, on s'intéresse plutôt à développer un produit qui va être dédié à un de nos axes métiers. Donc, on développe un produit qui va, par exemple, aider des personnes qui gèrent des usines de valorisation énergétique à mieux gérer leurs usines. Ce qui fait en sorte que notre potentiel de déploiement est très large et peut s'élargir à l'ensemble de nos BU et de nos contrats au niveau monde. Ce qui nous rajoute une difficulté, que ce soit en termes algorithmiques, c'est-à-dire en termes d'algorithmique, on essaie dès le début de ne pas partir sur des algorithmes qui sont extrêmement calibrés sur un contexte précis ou sur, par exemple, une ville précise. Et derrière également, ce qu'il ne faut pas oublier, il y a également tout le contexte un petit peu politico-légal qui vient se rajouter et de la réglementation autour de la donnée. Aujourd'hui, par exemple, j'ai un des produits qu'on a développé au sein de l'équipe qui consiste juste à lire les index à partir d'une photo d'un compteur d'eau en temps réel. Et aujourd'hui, j'ai les équipes en Chine, à Shanghai et pourtant qui voulaient le déployer. Et étant donné que les compteurs en Chine sont totalement différents de ceux qu'on a déployés au Brésil, au Mexique, en France ou dans d'autres BU. Donc on s'est dit, moi j'ai besoin de vos données pour faire réapprendre mon algorithme. Et pour ça, c'était vraiment tout un process avec nos juridiques. On a signé des contrats de confidentialité pour qu'on reçoive les données et pour qu'on puisse ensuite mettre à disposition ce service-là dans des infrastructures chinoises. Donc c'est pour ça qu'on essaie dès le début de partir également sur des architectures techniques agnostiques qui nous permettent de déployer plus largement. Merci beaucoup. Je suis désolée, malheureusement, on va devoir conclure. Et je voulais conclure avec toi, Grégoire, sur justement le sujet de rendre cette entreprise toujours plus intelligente via l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on ne commence pas à perdre un petit peu le fil de ce qu'on est en train de faire? Et est-ce que c'est toujours compréhensible à l'échelle humaine? C'est effectivement, comme tu le disais, je vais aller très vite, mais on est plus intelligent grâce à l'IA, on a des prix plus précis, mais on ne sait pas pourquoi on est plus intelligent, puisque c'est l'algo qui fait 1000 scénarios et à la fin on fait une moyenne. Et donc on a été obligé effectivement d'inventer une sorte de modèle qui remontait, entre guillemets, pour essayer de reconstituer le raisonnement de l'algo, pour dire, voilà, sur tel prix, ce qu'il a valorisé, c'est plutôt ça, le prix au mètre carré, c'est un 5e étage, il y a une terrasse, etc. Et donc aujourd'hui, on a ce souci, effectivement, ce problème de comment expliquer quelque chose qui est plus juste, mais dont on ne sait pas comment exactement ça s'est fabriqué. Donc on est dans cette logique-là, et c'est un vrai sujet parce que prix de l'immobilier, vous savez, quand on achète on s'endette sur 20 à 25 ans, il y a intérêt à pas trop se tromper. Donc il y a de la responsabilité derrière, et donc il faut assumer les conséquences de ce qu'on produit via l'IA.
Merci beaucoup, je suis vraiment désolée, on n'a plus de temps pour échanger, mais en tout cas nos intervenants sont là pour le cocktail si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur les sujets qu'on vient d'aborder.